Bon Eric, là on approche un petit peu de la synthèse, hein, enfin de la synthèse, cette espèce de parcours très très rapide, hein, parce qu'on fait en quelques vidéos ce que tu fais en plusieurs jours. Ouais. On en fera d'autres pour détailler un petit peu les choses que j'aborde dans les formations qu'on n'a pas abordées là. D'accord. Il n'y a pas le feu. Hein. Et là j'avais envie que tu me présentes, eh bien, un petit peu pour conclure un petit peu tout ça, quelques clés pour comprendre les systèmes régénératifs, hein, c'est vraiment tout le but de la permaculture, c'est de mettre en place des systèmes qui soient efficaces, éthiques et donc régénératifs. Parce que en fait, les trois sont indissociables. Ouais. Quand on dit efficace, on dit éthique. Quand on dit efficace, on dit éthique, on dit régénératif. Ouais. Et les trois marchent ensemble. On peut pas penser l'un sans l'autre. Tout à fait. Donc c'est clé. Et puis c'est aussi une façon de... C'est clé un peu de résumer, de remettre en haut les choses qui font la plus grande différence. Oui. Parce que bon, quasiment 2 semaines de formation, donc on va assez profond dans certains thèmes. Et après, il faut revenir sur voilà. Bon, ça va depuis les principes généraux de la permaculture, et puis on va arriver jusque que ce soit les plantes sauvages comestibles, le potager sur but pérenne, le non-désherbage, la gestion du mulch et du compost ou du BRF, les fruitiers rares, le semis directement en place, les cultures sous canopée. Donc c'est très vaste. À un moment donné, il faut régulièrement repêcher les éléments qui font une grande différence, qui sont... Oui, pour pas se perdre dans le détail. Les trucs qu'on ne doit jamais lâcher. Quand des fois on est perdu, on ne sait plus, hop, ça c'est nos guidelines. Dans la physiologie, c'est pareil. Pour établir un être humain, je dis souvent, il y a des tas de petites choses, mais il y a des choses qu'il faut toujours avoir en tête et ne jamais lâcher, parce que ça c'est la base. Reminéraliser et ainsi de suite. Donc vas-y. Et en plus, ces clés, elles ont l'avantage de permettre d'illustrer. Là on n'a pas fait, mais si on fait une vidéo, en tout cas dans les formations, on passe pas mal de temps sur les principes. Et donc tous ces principes sont injectés et sont illustrés et s'articulent au travers de ces clés-là, par exemple. Donc on va s'écarter un peu. Alors, je vais zoomer. Ouais. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux. Je vais nous illustrer un peu ces principes. N'hésite pas à rapprocher. On est bon. Vas-y, je suis tout de suite. Alors, ces clés-là, je vais devoir me déplacer. Vas-y. Eh bien, il n'y avait pas moyen de les mettre dans un ordre, parce que rien n'est linéaire dans la nature. Tout interagit avec tout, d'ailleurs, c'est un principe de la permaculture. Donc, je les ai mises en cercle. Voilà. Donc je vais faire un petit tour d'abord, les lister. En haut j'ai mis arbre et forêt, ici. Là j'ai mis l'ombre. Là on a la conjonction de la chaleur et de l'humidité. Là on a le pH. Là on a le rapport carbone sur azote. Là on a le rapport air sur eau. Là on a le mulch ou la litière. Là on a la diversité et la densité. Diversité et densité qui sont deux choses qu'on ne doit jamais dissocier. Il faudrait arrêter de penser diversité, ça n'a pas de sens. Diversité et densité. J'ai peut-être sur le temps de dire, en tout cas j'insiste beaucoup dans les formations. Là j'ai mis en un seul point toute la permaculture, permaculture design et les patterns. Bon, et voilà, donc là j'ai mes 9, je crois qu'il y en a 9, mes 9 clés. Alors, chacune interagit avec tous les autres. Par exemple, les arbres et les forêts, on aurait pu dire, on le met en amont. Parce que si j'ai des forêts bien designées, ou si je prends un modèle sur les forêts naturelles, non touchées par l'homme, j'ai toutes les autres clés qui sont là, au top. Bon. Mais en fait, on ne pourra jamais en sortir une des autres. Bon, mais je l'ai remis là parce que je voudrais vraiment pousser en avant l'idée qu'il y a une urgence à arrêter les déforestations et une urgence à reforester massivement, notamment la bande intertropicale. Donc, et même les permaculteurs, j'ai la chance de connaître les grands permaculteurs internationaux. Je pense que dans la permaculture internationale aujourd'hui, on n'a pas compris à quel point il faut reforester beaucoup et rapidement. C'est vital. C'est une course contre la montre qu'on a. Si on veut sauver la planète et sauver la capacité à porter la vie et se sauver nous-mêmes au passage. Dans cette clé, ça résume des choses que je donne dans les formations. On parle des arbres, des fonctions des arbres, ce que les arbres font. On a dit qu'ils étaient les seuls à faire certaines choses, d'un exemple, remplir les nappes phréatiques, d'autres choses.
On parle, j'insiste que dans nos conceptions, nos designs en permaculture, on devrait avoir le plus possible d'arbres, jusqu'à 80%. Ça ne veut pas dire être sous une canopée sombre, hein. Il y a tout un tas d'espèces différentes. Il y a des espèces comme, je sais pas, chez nous, le robinier faux acacia ou l'albizia julibrissin qui font des ombres légères, ou le pin d'Alep, hein, ça fait des ombres légères. Si vous avez des arbres serrés, rapprochés, je sais pas moi, du chêne vert, ou pour prendre les forêts provençales, vous avez des ombres denses. Et donc, entre ces deux choses, il y a tout un panel. Donc, je dis pas qu'on est tout le temps sous une canopée dense, mais on peut avoir jusqu'à 80% d'arbres facilement partout dans nos conceptions, dans nos designs. Et puis toutes les zones non cultivées, toutes les pentes raides, tous les sommets, absolument vital, hein. Le haut et la pente raide doivent être 100% forestés. Sans quoi on aura des inondations en aval, on aura de l'érosion à gogo, la montagne qui nous tombe sur la gueule au passage, on n'aura pas de source qui coule à l'endroit où la pente devient douce, ce qu'on appelle la ligne clé, et pas d'infiltration dans les masses. Et puis en aval, remonter, voir des eaux salinisées dans les plaines, des choses comme ça, hein, ou en littoral. Voilà, donc tout ce qu'on n'utilise pas, tout ce qui est raide, tout ce qui est sommet et tout ce qui est bord de rivière, bord de lac, tout ce qui est les ripisylves notamment, et puis les bords de zones humides, aussi absolument en forêt, parce que c'est des zones extrêmement fragiles et facilement érosives, extrêmement menacées, où il y a une diversité aussi particulière. Donc là aussi, protégé en forêt. Ombre. Oh. Non, on va prendre celui-là maintenant. Donc là, j'ai remis tout l'apport du corpus de connaissances à la fois théorique et pratique de la permaculture, on a pas mal incité dessus. La permaculture, c'est l'art du design efficace, conscient, efficace et soutenable, avec cette importance des patterns, hein, qu'on doit identifier. Des formes, ouais. Voilà, des motifs et des processus. J'aime bien injecter le mot processus. Dans les formations, je donne une définition un peu plus complète, un peu plus riche de patterns. Et puis les propriétés des patterns. Les patterns sont souvent fractaux, ils sont prévisibles, ils permettent la prédictibilité, ce qui est vital pour nous. Bon, etc. Là-dedans, notamment, alors, permaculture, il y a tout, hein. On a parlé des modèles, les 3 éthiques, les modèles, les principes, les stratégies, etc. Notamment, j'insiste que par le design, on peut quasiment annuler l'effet néfaste du vent sur l'écosystème, sur les habitations, sur les cultures. La chose que haïssent le plus les végétaux, y compris les arbres, c'est le vent. Donc il faut absolument se protéger du vent. Les incendies, un bon design en permaculture, ça ne brûle pas. Hein, j'ai des exemples très précis que je cite en formation. Un incendie arrive, ravage tout autour, réduit les maisons en cendres, mais la propriété au milieu qui était designée correctement en permaculture, la maison elle est toujours debout. La serre a explosé et la maison était en bois d'ailleurs. Voilà, par exemple. C'est un exemple vécu. C'est un exemple que raconte Robin Francis donc dans certains PDC que j'ai eu la chance de traduire. D'un ami à elle en Australie, permaculteur. Bon, il y avait un bon design. Quand ça brûle, c'est un mauvais design. C'est pas une fatalité. Ce n'est pas une catastrophe naturelle, un incendie. Dans la nature, les incendies sont rares. Ils arrivent, mais ils sont rares. Donc, je reprends. Avant que les hommes trafiquent, touchent les forêts, dans les forêts primaires, on avait des feux rares dans l'espace, rares dans le temps, et qui jouaient dans le rôle, dans la dynamique de ce qu'on appelle les espèces pionnières. 10% sont des espèces pionnières, capables de germer, de croître et de se reproduire en pleine lumière. C'est une exception, ce n'est pas le cas de la plupart des espèces. Bon, pour qu'elles puissent vivre, il y avait... elles utilisaient entre autres les rares incendies qu'il y avait dans le système naturel. Inondation, pareil, c'est toujours le résultat de pentes mal gérées, d'eau mal gérée et d'érosion. Et donc tout ça, c'est dû à la déforestation. Donc un bon design, il n'y a plus d'érosion, il n'y a plus d'inondation en aval. Draguignan en 2010, c'était prévisible, un bassin versant monstrueux, un bassin de captation monstrueux, tout ça arrive dans une cuvette Draguignan, qui est la sous-préfecture, c'est une grosse ville. Tout le bassin versant qui est immense, complètement déforesté. Donc ça s'est ouvert, je ne sais pas si ça va faire de la brillance. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà. L'ombre, alors pareil, j'insiste énormément sur l'ombre, c'est un point sur lequel on n'insiste jamais assez. La synthèse chlorophyllienne ne se fait pas avec la lumière directe du soleil, c'est pas vrai. Donc
c'est facile à comprendre. Sur un arbre normal, donc sur une forêt, les houppiers se touchent. Hein. Il y a peut-être quoi? Prenons un arbre, il y a peut-être 10 mètres carrés ou quelques dizaines de mètres carrés de surface de feuilles qui voient la lumière directe du soleil. Par contre, tout le reste, c'est des centaines d'hectares, fonctionnent avec la lumière réfléchie. Donc ça veut dire des centaines d'hectares, c'est le cas général, et quelques dizaines de mètres carrés, c'est le cas particulier. Il y a un facteur 100 000 entre les deux, si je ne me trompe pas. Hein, donc ça veut dire qu'à un 100 millième près, toutes les feuilles de la planète, avant que l'homme fasse l'hérésie de tout mettre ça en plein cagnard, toutes les feuilles faisaient de la photosynthèse, elles sont conçues pour ça, avec l'ombre indirecte, l'ombre réfléchie, et pas l'ombre directe du soleil. L'ombre directe du soleil bloque la photosynthèse. Il y a 10% des espèces, je l'ai dit, des pionnières, qui sont capables, elles ne préfèrent pas, mais elles sont capables de fonctionner quand même avec la lumière directe du soleil. Les autres espèces ne germeront pas et ne croîtront pas avec la lumière directe du soleil. Notamment, la plupart de nos espèces fruitières ne sont pas des pionnières. Donc ça, dans l'information, je détaille, hein, je donne la liste des pionnières, parce qu'elles, évidemment, il faut les gérer un petit peu différemment. Donc on va piloter une ombre. Je n'ai pas dit qu'on va mettre nos écosystèmes en permaculture sous une forêt dense, absolument pas. Nous, on est un peu simpliste. Hein, on voit l'ombre profonde, la pleine lumière et l'ombre entre les deux. Non, les végétaux sont des maîtres de la lumière. Par exemple, il y a des végétaux, des espèces d'arbres qui ne germent que quand leurs graines ont reçu une lumière qui a traversé des feuilles de couleur rouge. Donc non seulement les végétaux analysent la quantité de lumière, mais elles analysent aussi le spectre, les fréquences. Hein. Donc les végétaux, chaque espèce a son spectre de lumière optimum. Et nous, on va piloter. C'est le levier d'énergie. Hein, on l'a dit, la seule énergie, c'est la lumière du soleil qui tombe. La permaculture, c'est une science de l'énergie, de l'optimisation de l'énergie. Donc notre pilote numéro 1, c'est le pilotage du degré de lumière. Donc on va jouer entre des zones plus sombres, des zones moins sombres, des zones... voilà. Et on peut faire tourner tout ça, on peut faire rentrer de la lumière en coupant, parce qu'on a un intérêt à le faire pendant un certain moment. On peut au contraire cultiver sous plusieurs étages. Donc ça permet notamment de cultiver sous canopée. Et en multi-étagement, mais j'en reparlerai ici parce que il y a un lien très fort avec cette chose-là. Une clé fondamentale qu'il faut toujours avoir en tête, les végétaux ne poussent que s'il y a une saison de végétation. Pas évident. Qu'est-ce que c'est que la saison de végétation? C'est une saison, en espérant qu'elle ait lieu dans l'année, où on a, parfois il y en a 2 dans l'année déjà, ça peut arriver, une conjonction de la chaleur et de l'humidité. Alors, je prends climat classique, continental, océanique si vous voulez, l'été en général il fait chaud et humide. Je prends les tropiques, il peut y avoir une saison sèche, voire extrêmement sèche, parfois très très longue, ou même le Sahel, ou Sahara. Bon. Mais il y a un moment où il pleut, et quand il pleut, à ce moment-là, il y a de la chaleur, il fait assez chaud, donc il y a une saison de végétation, il y a cette conjonction de l'eau et de la chaleur, de l'humidité et de la chaleur. A contrario, pour donner un exemple dans l'autre sens, le climat méditerranéen sec, c'est un climat où il n'y a jamais de saison de végétation. Ou quasiment pas. En fait, stricto sensu, il n'y en a pas. Oui, c'est-à-dire, il n'y a jamais de conjonction de la chaleur et de l'humidité. Il pleut en hiver, et l'été, il fait sec. On arrive à avoir des pluies de printemps. Ce qui se passe, il y avait des pluies de printemps. Oui, c'est vrai. Voilà, moi où je suis, il n'y en a plus depuis belle lurette. Hein. Moi, j'ai connu 12 mois sans une goutte de pluie, et mon année normale, de mars à octobre, je n'ai pas une goutte de pluie. Donc là, ce qui reste, un peu d'humidité dans le sol, en fin d'hiver, en début d'été, et ça pousse un peu là, avril, mai, juin, blocage. Et puis s'il pleut en septembre, quand ça arrive, il repousse un peu en septembre, sinon un peu en octobre. Et ça, je parle de nos plantes domestiques, on va dire, de nos fruitiers, les espèces sauvages méditerranéennes sont adaptées, en fait elles poussent en hiver. Dès qu'il fait un peu chaud, dès qu'il fait un peu soleil, dès qu'il y a un petit abri, vous verrez le romarin fleurir en Provence par exemple. Oui, tout à fait. Bon, c'est en hiver. Voilà, donc ça signifie, tous les gens qui posent des questions, mon climat il est sec, mon climat il est humide, etc., aucun sens. La seule chose qui compte, avez-vous une saison de conjonction de la chaleur et de l'humidité, dite saison de végétation? Est-ce qu'elle est grosse? Est-ce qu'elle n'est pas grosse? Comment les pluies sont réparties pendant la saison chaude? C'est ça la clé fondamentale. Ce qui explique aussi que c'est si facile de reforester les déserts, Sahara compris, zone aride tropicale compris, parce qu'il fait quasiment tout le temps chaud là-bas. Donc, le peu de pluie qu'il y a,
Et à ce moment-là, si on fait un semis massif, diversifié, d'espèces pionnières, arbres, arbustes, arbrisseaux, sous-arbrisseaux, lianes ligneuses, lianes herbacées, herbacées pérennes, herbacées annuelles, on va faire pousser très rapidement une forêt. Voilà. Mais quand on n'a pas cette condition de la chaleur et de l'humidité, c'est beaucoup plus difficile. Donc attention au climat méditerranéen très sec. Diversité, densité. Un des principes de la permaculture, valoriser au maximum la diversité. Rappelez-vous, les déchets des uns sont les nutriments des autres dans un système clos. À condition que nous deux éléments du système, par exemple 2 plantes dans mon potager ou 2 arbres, on ne soit pas côte à côte avec nos racines qui se touchent et qui auraient en permanence besoin de prendre les mêmes nutriments et qui en permanence au même moment relâcheraient les mêmes déchets pour elles qui seront des nutriments d'autres choses. Par contre, si on a une grande diversité d'espèces, si entre 2 pêchers ou entre 2 chênes ou entre 2 ce que tu veux, il y a plein d'espèces différentes qui ont des besoins différents, qui relâchent de manière différente des choses dans le sol à des moments différents, à ce moment-là, quand la diversité est assez grande, effectivement, on rentre en mode non concurrentiel où les déchets des uns sont les nutriments des autres et donc on commence à avoir un système qu'on clôt. Ça participe à la clôture du système. Donc, et ça a été tracé, hein. On a tracé des éléments qui passaient d'un arbre à l'autre par les systèmes raciniens et les mycorhizes qui les relient sur des kilomètres. Parce que tous les systèmes racinaires sont connectés, hein, donc, par la rhizosphère. Donc diversité la plus élevée possible de tout, de fleurs, etc., etc., de manière à ce qu'on puisse avoir une densité extrême. Du coup, on va pouvoir serrer beaucoup plus nos plantes, par exemple au potager, mais même nos arbres, et on peut avoir une densité verticale aussi, un multi-étagement. L'idée, c'est que chaque photon, chaque graine de lumière qui vient du soleil, qui tombe sur la Terre, soit captée à différentes couches, de manière pour faire des productions, de manière productive. Et minimiser les photons qui tomberaient au sol, qui vont me faire pousser éventuellement, notamment dans les tropiques, des graminées ou des choses qu'on considérerait peut-être comme des mauvaises herbes. Donc là, ça dépend si on est dans la zone où on veut faire produire beaucoup, ou si on est dans les zones plus sauvages, où notion de zonage, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même une des clés. Plus on a de diversité, plus on peut avoir de densité, de plantation notamment, sans jamais entrer en mode concurrentiel. D'accord. Donc c'est le design, c'est bien une question de design, qui fait qu'on va passer en mode de mode concurrentiel, qui est le mode standard de l'agriculture, en mode non concurrentiel. Il n'y a plus de mauvaises herbes, il n'y a plus de mauvaises herbes lorsque le design est correct. Les herbes sont concurrentielles parce qu'elles sont mal gérées dans l'écosystème. Je détaille ça très précisément dans les formations et j'apporte les preuves 100% qu'il n'y a plus jamais besoin de désherber. Okay. Et qu'on peut associer donc des forêts sous canopée, des fruitiers sous canopée, et puis des légumes ou des herbacées sous des arbres. Une clé fondamentale, le mulch ou la litière. Hein, bon. Donc on en a parlé, je crois qu'on ne va pas trop revenir, fertilité des sols, non-travail du sol, ne jamais inverser les horizons pédologiques, hein, c'est-à-dire les couches du sol, pareil je les détaille bien dans les formations, ne pas les inverser, notamment ne pas enfouir de matière organique. Jamais. On en a parlé. Cas exceptionnel, dans certains cas, on peut le faire en sachant précisément pourquoi on le fait, hors sol et non pas dans un trou, bon, à la limite. D'où la notion de butte, etc. Bon, pareil, j'en parle aussi. On a un module de formation à la fin spécifique au potager sur butte pérenne. Le rapport air sur eau, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, c'est vital. S'il y a trop d'air dans le sol, il y a trop d'oxygène. L'oxygène, ben c'est comme si vous prenez un poisson, vous le sortez de l'eau, il meurt parce qu'il est brûlé par oxydation. Trop d'oxygène. Pareil, si là on a augmenté le taux d'oxygène de la pièce, qui doit être à 18%, si on le fait passer à 21%, on s'enflamme spontanément. Hein. Le bois, en tout cas, s'enflamme spontanément. Donc, trop d'oxygène, on tue la vie du sol, elle meurt, et c'est ce qu'a fait le labour, en rejetant des taux de gaz carbonique, parce que quand elle meurt, eh ben elle meurt, donc elle rejette du CO2, comme toute matière organique qui se dégrade. Donc, ça a été une des causes majeures de relâchement de CO2 dans l'histoire, l'agriculture, par le labour. Et puis, inversement, et c'est aussi le cas de l'agriculture, qui en profondeur, on est en anaérobiote, il n'y a plus assez d'air parce que c'est compacté, parce qu'il n'y a plus de micro-organismes, il n'y a plus la faune épigée et endogée là, et anécique qui aère les sols, et il n'y a plus les micro-organismes, il n'y a plus les racines, non plus qui font ce travail-là. Et donc là, on se retrouve avec mort des micro-organismes aérobiques dans le sol,
donc mort de tous les champignons de la fertilité du sol, ceux qui fabriquent l'humus, et mort de toutes les bactéries aérobies qui sont aussi celles de la fertilité. Il reste plus que les bactéries anaérobies qui sont avant tout des facteurs de toxicité. Et puis toxicité pour nous, le tétanos par exemple. Le tétanos c'est une bactérie anaérobie. Voilà, donc le rapport R sur O qui pilote la fertilité des sols, qui pilote les composts. Et oui, aussi, on en a parlé. Voilà. Et puis, on arrive au rapport C sur N, on en a parlé, tout ce qui est compost, BRF, mulch, donc ça j'en parle très précisément dans l'information, les urines, la fertilité des sols, voilà. Rapport C sur N qui est optimal dans un sol dès qu'il est couvert mulché, est gratuit, l'azote est gratuit tout autant que le carbone, donc un sol mulché se rééquilibre naturellement, c'est un processus spontané, à condition qu'il y ait des racines. Sinon, ça ne servira à rien. Pourquoi avoir de la fertilité si ce n'est pas pour faire pousser les végétaux? Mais le fait qu'il y ait des racines va booster aussi la fertilité. Donc racines et mulch. Le pH, je l'ai mis parce que classiquement, on distingue les sols acides et les sols alcalins, mais au final, on n'en a pas, je le mets entre parenthèses, on n'a pas beaucoup à se préoccuper de ça parce que dès qu'un sol est mulché, il y a des micro-organismes et les micro-organismes sont les maître de la chimie, de la biochimie, de la biologie, il pilote le pH parfaitement. D'où, dans un autre domaine, les fermentations alcooliques, les fermentations acétiques pour le vinaigre. C'est des processus de rééquilibrage. La choucroute, maintien du pH par les bactéries à un niveau donné. Au-delà, elles ne peuvent plus le faire baisser parce qu'elles se tueraient elles-mêmes, mais à ce niveau-là, il y a qu'elles qui bossent, et donc ça fait de la choucroute et ça se conserve. La spiruline, pH élevé, du coup, il n'y a aucune toxicité dans le bassin, etc. Donc le pH s'équilibre tout seul. C'est une conséquence presque, le pH. Oui, on aurait un problème si on voulait absolument faire pousser du châtaignier dans des zones dont la roche-mère est très calcaire, parce que les racines profondes du châtaignier ne vont peut-être pas aimer, et encore. Autour des racines, il se passe des choses incroyables avec une action massive des micro-organismes. Et les micro-organismes et la faune mettent autour des racines des manchons de complexe argilo-humique qui est tamponné. Donc, même dans des sols sableux, par exemple, autour des racines, on retrouve des argiles. Ça, c'est les micro-organismes et c'est la faune qui amène ça, draine ça autour des racines. C'est ce qui explique que dans des sols acides, on retrouve des champignons ou des plantes typiques des sols alcalins et le contraire. Oui, mais parce que c'est des sols avec de l'humus, de la litière, des arbres et des racines. Voilà. Donc il ne faut pas rester enfermé. Non, l'agriculture fait tout faux. Elle met tout ça à nu, elle se retrouve en dépendance. Donc l'azote devient cher, il n'est plus gratuit. On met d'azote là-dedans. Donc voilà. Rapport SURO catastrophique, à la fois trop d'air et anaérobiose dessous. Pas de mulch, pas de fertilité, pas de micro-organismes, pas d'humus, pas d'argile structurant, pas de structuration du sol, pas de diversité, pas de racines profondes pour monter des minéraux, pas d'ombre. Donc c'est plein soleil. Des salades en plein soleil. Enfin, il faut quand même réaliser quoi. Le moindre laiteron ou un laiteron par exemple, son cuisse, comme on trouve partout. Moi chez moi, sous mes pins d'Alep, ils peuvent monter 1,50 m avant de faire la fleur. Tout l'été, j'ai des énormes feuilles de laiteron à manger. Je peux te dire qu'en plein soleil, le laiteron, au mois de juin, 7 cm, la fleur est terminée, on ne voit plus une feuille de tout l'été. Donc nos salades domestiques, c'est encore pire, elles sont encore moins rustiques. Donc, quand on voit tous ces facteurs de pilotage et qu'on comprend que finalement l'agriculture moderne va juste à l'inverse. Mais pas moderne, l'agriculture depuis le début fait tout faux. Oui. Le modèle agricole. L'agriculture 10 000 ans. Ouais. Mais on comprend donc pourquoi elle est d'une inefficacité totale. Pourquoi elle ne nourrit pas, pourquoi elle tue, elle enrichit les agro-business là, mais pourquoi elle pollue, etc. Donc nous, si on pilote tout ça, on va pas de travail du sol couvert, pas d'irrigation. L'irrigation tue, l'irrigation salinise les sols. Des sols irrigués sont non cultivables au bout de quelques années. Donc pas d'irrigation. On n'a pas besoin d'irriguer parce que l'eau est transmise aux racines par les champignons mycorhiziens. 50% de l'eau du sol se situe autour des racines de toute façon. Donc l'eau liquide n'est pas métabolique pour les racines et pour les végétaux. L'eau métabolique, c'est celle qui est passée dans les tissus de ces symbioses racines et champignons mycorhiziens. Donc c'est l'humidité en fait. Et puis l'eau qui
qui joue entre les feuillets de la structure colloïdale des argiles. Donc ça, je détaille bien dans l'information, c'est très important à comprendre parce que c'est là que se situent les échanges de cations qui créent l'attache du complexe argilo-humique et qui créent, qui maintiennent la structure colloïdale des argiles d'ailleurs. Donc pas d'irrigation, pas d'engrais chimique parce que bon, ben là, il n'y a plus de fabrication d'humus, c'est pas possible parce que ça booste la minéralisation par les bactéries, etc. Et donc le lessivage, pollution des nappes et des eaux, pas de désherbage parce que ce n'est plus nécessaire. Si on a un bon design, bonne diversité, bonne densité, il n'y a plus de bon désherbe, plus besoin de désherber. Ombre dosée. Et courbe de niveau, j'en ai pas parlé. Quand j'ai parlé du design, là, pente, eau, érosion et inondation. J'ai un module de demi-jour uniquement sur la gestion de la pente, de l'eau, de l'érosion et des inondations. Et la clé de ça, c'est les structures sur courbe de niveau et ce qu'on appellerait les cultures sur courbe de niveau, dès qu'il y a de la pente. Donc là aussi, ça ne sert à rien de vouloir reforester ou cultiver quoi que ce soit si vous avez une pente comme ça, qui est érodée notamment, qui a un nu en général, si vous ne faites pas des lignes sur courbe de niveau en partant de l'amont. Et là, on récupère les principes. La lenteur à laquelle s'écoule une ressource dans le système fait plus que la quantité de la ressource. Beaucoup de petits valent mieux que peu de gros. Partir de l'amont toujours, ralentir, infiltrer, disperser. Bon, il y a des principes comme ça qui marchent toujours, quoi. Voilà. Finalement, tout ça, c'est les clés de compréhension du vivant et d'un écosystème qui fonctionne de manière efficace. Je pense que c'est un tamisage de ce qui fait la plus grosse différence pour comprendre comment ça fonctionne. Avoir l'œil, quand je sors dans le paysage, je vois tout ça maintenant, je vois tout de suite les choses. Bon, j'ai pas parlé des patterns là, de ce qu'on appelle les lignes clés et les points clés. Bon, c'est un thème très important parce que c'est un des patterns des systèmes naturels, de la topographie qui a été identifié avant la permaculture par Yeomans. Très intéressant. Bon, tout ça, ça se voit, ça se sent. Et alors après, dans nos designs, si on fait vraiment attention à ces points-là, on va passer de système de 20 calories investies pour une sortie au quasiment le contraire. Voilà. Tout en régénérant, tout en laissant un maximum, parce que plus on est productif sur une petite parcelle, plus on va sortir de production. Alors nourriture, matériaux, énergie. Mais aussi, avec peu d'énergie, plus on va laisser de place aux vivants sauvages pour ces écosystèmes, pour sauver les espèces qu'il y a à sauver. Et puis, le vivant sauvage, c'est des forêts. Et donc, c'est du climat, c'est la stabilité, c'est la capacité à terre à porter la vie. Donc, nous, on a tenu d'être efficace sur un petit endroit pour pouvoir laisser le reste de la planète vivre, parce que si elle ne vit pas, nous, de toute façon, on ne vivra pas. Voilà, donc les clés, à mon avis, essentielles, elles sont là. Je l'ai peut-être oublié une, ça je l'ai fait à l'impro. Non, mais globalement, tout est là. 9 clés, particulièrement. Encore le pH. 8 clés, c'est pas compliqué. Hein. Non, 8 clés pour comprendre comment passer d'un système qui détruit à un système qui construit. Rapidement. Sachant que sous cette clé-là, permaculture design, il y a une ramification. Quand on tire la ficelle, il y a quand même des choses. Hein. Mais c'est pas compliqué. Écoute, en 2 semaines de formation, je donne que ce qu'il faut et tout ce qu'il faut pour corriger à 100% 10 000 ans d'erreurs de l'humanité, d'agriculture. Oui. N'importe qui est capable. Je suis pas le seul à passer pour un magélomane alors. Non, mais c'est parce que c'est simple. J'ai rien inventé. Tout ça c'est simple, simplement. Ah mais je te remercie de le dire. On va aux causes, on les inverse, et on va pas trop loin quand c'est pas nécessaire. Pas besoin de faire compliqué. Ça sert à rien de donner. Le C sur N, j'en prends parce que c'est indispensable et je m'arrête aux données de base. Plus profond, j'y vais pas. Ça sert à rien. Le pH c'est pareil, etc., etc. Et donc ça suffit, on a 2 semaines, je trouve que c'est pas mal. Mais bon. 2 semaines pour renverser l'état de dégradation du monde, c'est quand même pas grand chose. Moi je trouve que c'est pas mal. Et pourquoi? Parce que ça remet tout ça en mode émergence spontanée de régénération, c'est tout. C'est juste corriger nos erreurs en fait. Et il y a 90%, c'est enlever de la connaissance ou des fausses connaissances. C'est déconstruire les erreurs, toutes les infractions aux lois de la nature qu'on a faites. 90% c'est la déconstruction. Et c'est le plus difficile, c'est là où ça résiste le plus. Les stagiaires, ça les brasse, ça les travaille parce qu'on déconstruit des choses simplement fausses. Fausses, mais qui tuent. Hein. Et puis il y a quoi? Il y a un petit peu de choses à mettre en place, à apprendre, mais 3 fois rien. Hein. Donc c'est simple. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, Eric. Ben oui, sinon, moi, quand j'ai vu l'état de la planète,
j'aurais pas fait ce que je fais. Si je fais ce que je fais, c'est parce que c'est clair que c'est facile et que ça marche. Si c'était une usine à gaz, ça serait pas la peine. Merci Eric, merci pour ces clés essentielles, merci pour ce partage. Ça serait marrant de voir si ces clés ont leur équivalent ou d'autres, ou certains des principes en tout cas de la permaculture pour la santé, la naturopathie, la régénération. Je pense que ce sera le sujet d'une future vidéo. Moi j'ai fait tous les parallèles là pendant que tu le faisais, il y a matière à se faire un truc énorme. Ah ouais, carrément. Pour une fois c'est moi qui pose les questions et c'est toi qui répondras. Avec plaisir.